Un décor très dépouillé, monsieur le sénateur, pas de fleurs, pas de journaux, à peine un cendrier et quelques notes pour moi. Nous allons essayer de nous dépouiller nous-mêmes, puisque vous m'avez fait l'honneur de me demander de vous présenter le plus complètement possible aux téléspectateurs et que je me suis permis de vous dire que je le ferai en journaliste libre. Je commencerai par le petit interrogatoire d'identité, par la fiche anthropométrique, si vous voulez bien me permettre ce mot un peu barbare, mais tiré du grec. J'ai fait du grec. Vous êtes le plus grand de tous les candidats. 2,01 m. Par la taille. À la toise, je dois dire. À la toise. Quel âge avez-vous, monsieur Marcilassi? 55 ans. Et vous êtes gourmand? Et j'aime bien les très bons vins. J'en ai quelques-uns. Vous avez fait la guerre? Oui, j'allais dire comme tout le monde, je suis parti dans le train parce que dans les armes blindées, on ne pouvait pas me loger. Je suis monté dans l'Est et j'ai transporté le tout, des munitions, des hommes, du ravitaillement, et puis j'ai été envoyé à Saumur comme élève aspirant. Au 1er février, j'en suis sorti avec les galons d'aspirant au mois de mai. Et après, j'ai été pris dans la tourmente alors que j'étais reparti en formation. Pendant l'occupation? Eh bien, pendant l'occupation, j'ai subi un peu les mêmes inconvénients que ceux que j'avais subis pendant la guerre, c'est-à-dire que ma taille m'a empêché de faire ce que je voulais. Comme j'étais repérable partout, je me suis livré à la besogne de résistance que je pouvais faire. J'ai ostensiblement défendu des résistants communistes devant les sections spéciales de Vichy. Monsieur le sénateur, quand avez-vous connu votre femme? J'ai connu ma femme dans ce quartier, chez une de nos amies d'ailleurs, qui existe toujours, il y a longtemps, mettons 29 ans, et nous avons célébré nos noces d'argent il y a 2 ans. C'est très indiscret, mais les téléspectateurs doivent tout savoir. Quel âge a-t-elle? Mais pourquoi pas? Elle est grand-mère et elle a 50 ans. Elle est grand-mère, donc vous avez des enfants? Oui. Que font-ils? Eh bien, ma fille, qui m'a donné une petite fille, est actuellement, elle est professeure, et mon fils, qui lui a succédé dans l'ordre de nos enfants, est actuellement soldat, lui aussi dans le train, quelque part en Allemagne. Il est grand? Eh oui, il a à peu près la taille de son père à 1 centimètre près. Où habitez-vous? Juste au-dessus de la colonne de Passy. De la colline de Passy, pardon. Vous avez, j'allais dire comme tous les Français, hélas, non, tous les Français ne l'ont pas, mais vous avez, comme certains, une propriété à la campagne. Oui, je suis d'une vieille famille terrienne. Par mon père, d'ailleurs, je suis originaire de l'Aveyron, où nous n'avons plus d'intérêt, comme l'on dit, mais j'ai des terres, des biens au soleil en Charente. En Charente. En Charente, dans le pays du cognac. Donc vous êtes sénateur. Donc je suis sénateur. Vous êtes riche? Riche, non. Ça dépend un peu comme on l'entend. Disons que je suis à l'aise, je crois que le terme est assez convenable. Je vis de mon métier, je vis de mon travail, et j'ai ce qui est très ennuyeux, croyez-moi, tous mes biens au soleil. Des immeubles, des terres. Voulez-vous dire par là que vous ne pouvez pas tricher devant les impôts? Et oui, je ne peux pas tricher devant les impôts, même si j'en avais envie. J'aimerais maintenant, monsieur le sénateur, quelques précisions sur votre métier propre. Là, vous allez me poser une question difficile, parce que j'ai un métier que les gens connaissent mal. Disons que je suis un juriste pur. Disons aussi que le droit n'est pas éloigné du fait, et que je déteste faire mon métier sans y voir le côté humain. Et disons que, comme avocat au Conseil d'État, je défends les gens, les clients, devant l'administration. Aller plus loin serait vraiment très compliqué. Oui. Chasseur, pêcheur, sportif, ami des bêtes? Ami des bêtes, bien sûr, j'ai défendu les bêtes devant le Sénat, puisque j'ai été, entre autres, dans mes 100 et quelques rapports, rapporteur de la modification de la loi Grammont. Chasseur, je l'ai été, disons que je tirais convenablement. Je chassais avec un calibre 20, ça dira quelque chose aux chasseurs. Vous avez une auto? Oui, 2 même, une à la campagne et une à Paris. Vous savez qu'il vous reste une semaine pour payer la vignette. C'est pas encore payé. Vous êtes le deuxième à me le rappeler. Ma femme m'a dit hier, il va falloir payer la vignette. Vous allez à la messe, monsieur le sénateur? Oui, je vais à la messe et je suis catholique et ma femme est protestante. Mes enfants sont catholiques. Nous sommes en plein œcuménisme.
Monsieur le sénateur, je l'ai demandé hier à un autre des candidats. Je vous le demande à vous aujourd'hui aussi, puisque vous vous présentez contre lui. Que reprochez-vous au général de Gaulle? Vous posez là une question délicate. Et si je réfléchis une demi-seconde, c'est pas du tout pour savoir ce que je vais vous dire, mais parce que je voudrais, en répondant, ne blesser personne et, comme j'en ai l'habitude, dire toute la vérité, tout ce que je pense. Je fais des reproches très fondamentaux au général de Gaulle. Tout d'abord, il a donné à la France une constitution. Cette constitution, nous y avons travaillé. Pour ma part, j'ai donné quelques avis, dont certains ont été suivis. Mais en définitive, c'est le général qui a fait voter cette constitution. Or, récemment, au cours d'un débat privé, un grand professeur de droit, pas du tout adversaire du régime d'ailleurs, disait la constitution n'a été violée que 2 fois. Je dirais c'est 2 fois de trop. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que comme l'exemple vient toujours d'en haut, comment voulez-vous, après que le chef de l'État a violé 2 fois au moins la Constitution, que l'on puisse demander aux simples particuliers de respecter les lois et les règlements? Cet exemple, voyez-vous, est quelque chose de très grave, qui compromet pour des années la stabilité du pays, la stabilité des mœurs politiques. Parce que le général a sa dimension historique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il a une portée, il l'a dans le bien, il l'a dans le mal. C'est sur ce point, je crois, sans rentrer dans les détails, car on peut lui reprocher certains abandons de politique, certains abandons de territoire. Oui, moi aussi je les reproche, mais si vous voulez, ce n'est pas cela qui provoque ma réaction. Ma réaction, c'est une réaction de juriste et d'honnête homme. La justice est une chose, la loi est une chose, les deux doivent être éminemment respectés. Monsieur le sénateur, non, je vous interrogeais sur le fond en réalité, effectivement. Monsieur le sénateur, quels sont vos rapports avec monsieur Monnerville, qui demeure, je crois, le 2e ou le 3e? Le 3e. Le 3e personnage de l'État. Entendons-nous, il demeure le 3e personnage de l'État. Hiérarchiquement. Hiérarchiquement, à moins qu'une démission ou toute autre cause ne fasse de lui, à titre intérimaire, le premier. Non, mais j'entends dans le temps présent, oui. Et dans le temps présent, il est le 3e. Mes rapports avec le président Monnerville sont, je crois pouvoir le dire, excellents. J'ai dû voter pour lui 12, 13, 14 fois, je ne sais plus. Et d'ailleurs, quand j'ai été désigné comme candidat, c'est le premier personnage auquel j'ai été faire une visite de courtoisie. Monsieur le sénateur, vous avez écrit de nombreux livres, dont celui-là, Les Chouans de la liberté. Je l'ai lu en très grande partie. Je suis tombé sur cette phrase, j'y vais, oui. Ah, je vous en prie. Dans l'euphorie des biens matériels, avez-vous écrit, la France se détruit, elle n'a plus de goût à gérer des affaires, elle en remet le soin à celui qui pour elle pense et agit. Tout en Allemagne a commencé de la même manière, la démocratie en est morte et le monde a failli en périr. Ce sont vos écrits. Monsieur le sénateur, voulez-vous dire que nous sommes sur la même voie? J'ai dû écrire cela, je crois, vers 1962 ou 63, je me souviens plus très bien. Je vais vous le dire. Ça doit être 62, je crois. C'est noté. Non seulement je 62. n'en nie rien, mais je suis persuadé que mon analyse est exacte. Et les personnes qui peuvent nous entendre actuellement seront sans doute étonnées de la sévérité du jugement. Mais il y a 2 observations que je voudrais faire. D'abord, tout homme engagé, et je suis un homme engagé, quoique n'appartenant à aucun parti, je suis un homme politique engagé, a le devoir de prévenir ses concitoyens. Et je pense même que cette campagne électorale prouve à quel point le pays qui était un peu chloroformé est sensibilisé. Et puis, effectivement, en Allemagne, tout a commencé comme ça. La démocratie, la liberté, ce sont des biens que l'on met quelquefois un siècle à conquérir et qui se perdent en quelques heures, en quelques scrutins. L'Allemagne en a fait la cruelle expérience. C'est pour éviter que mon pays ne tombe dans ces dramatiques dangers
que j'ai voulu lui lancer cet avertissement. Un avertissement en somme sévère. Sévère, mais juste. Monsieur le sénateur, je crois que c'est un mot qui est actuellement, au moment de l'élection présidentielle, très en vogue, le mot amnistie. Puis-je vous demander votre opinion sur ce mot? J'ai une opinion d'homme politique, j'ai une opinion d'homme. J'aimerais avoir les deux. Oui, mais elles se confondent. J'ai eu la grande fierté, voyez-vous, dans ma vie de parlementaire, d'être le rapporteur d'un assez grand nombre de textes. Mais peut-être qu'aucun d'entre eux ne m'a plus humainement touché que d'avoir défendu l'amnistie au Sénat. Nous n'avons pas pu au Sénat faire admettre à l'Assemblée nationale ce texte très honnête, très calme que nous voulions. On nous a fait une amnistie au rabais. Mais je veux dire, et je rejoins aussi ce que je disais tout à l'heure, je veux dire qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays qui conserve dans ses prisons des gens qui sont incarcérés pour leurs opinions politiques à titre direct ou indirect. Et c'est hélas ce triste privilège de la France. Le pardon est une chose, l'oubli aussi est une autre chose. Mais ce qui compte surtout pour un pays, c'est de voir l'avenir. Et par conséquent, de savoir tourner les pages. Or, on ne peut pas tourner de page quand il y a tant de misère dans les prisons, et hélas, hors des prisons. Je suis pour l'amnistie, je suis pour que le pays respire sans remords. Comme la plupart des candidats, Monsieur Marcilhacy, vous êtes donc pour l'amnistie. Je voudrais avec vous aller un peu plus loin, vous poser une question très directe, à laquelle je crois les Français sont très sensibles. Vous m'y autorisez? Je vous en prie. Je voudrais savoir quelle est votre position quant au retour possible des cendres du maréchal Pétain au fort de Douaumont. Vous m'embarrassez, et vous ne m'embarrassez pas. Il faut que je vous fasse une déclaration liminaire. Faites. Je suis profondément croyant. Oui. Par conséquent, pour moi, quand la vie est terminée, les dépouilles mortelles ont droit au respect, mais ce n'est plus rien. J'ai vraiment beaucoup regretté qu'au décès du maréchal Pétain, on n'accomplisse pas ses dernières volontés, car les dernières volontés d'un homme sont toujours sacrées. Mais maintenant, qu'on le ramène à Douaumont ou pas, je crois que ça dépend de la famille, tout cela me paraît loin. Je crois que ça ne dépend pas exclusivement de la famille, mais... Oui. Je vais me permettre de vous rappeler aussi quelque chose, Monsieur Marcilhacy. Vous avez été l'un des premiers à me dire, il y a de cela à peu près un mois, que la participation électorale au scrutin que nous attendons du 5 décembre serait très importante. Tout semble aujourd'hui confirmer cette prédiction. Puis-je vous demander qu'est-ce qui vous faisait à l'époque et vous fait encore penser cela? Je dirais que quand je m'entretenais avec des journalistes, je disais volontiers, il n'est pas possible de faire un pari sur un chiffre du résultat pour l'un quelconque des candidats. Mais il y a un pari que je veux prendre, c'est que la participation électorale le 5 décembre sera la plus forte de celle enregistrée depuis la Libération. Oui, vous m'avez dit que ça dépasserait peut-être 80%. Oui. Personne n'a d'ailleurs voulu prendre le pari. Non. Mais il y a une raison. On vient de donner au peuple français un moyen d'expression qu'il n'avait pas. On peut discuter sur son opportunité, on le lui a donné. On le lui a donné dans des conditions qui, si vous voulez, au départ ont été discutables, mais qui maintenant sont ratifiées. Eh bien, ce moyen, il va vouloir s'en servir. Et je crois que dans une large mesure, il se sent adulte. Et il va vouloir se servir de cette arrivée dans l'âge adulte. Donc, vous allez assister à je vais parler d'âge adulte, ça va vous faire sourire, des vieilles dames qui vont se faire transporter par leur famille pour aller voter. Vous avez des jeunes qui se sont fait inscrire et qui souvent négligeaient leur devoir électoral. Vous allez donc avoir une énorme participation électorale. J'aimerais que cette participation électorale aille de pair avec la conscience des responsabilités, car, je l'ai déjà dit, je le répéterai, si le peuple français est adulte, si maintenant il a ce moyen d'expression, il en a aussi
toutes les responsabilités. Et demain, c'est à lui et à lui seul qu'il devra s'en prendre s'il n'a pas fait un bon choix. Alors qu'avant, vous le savez, on se tournait vers les malheureux parlementaires. Sur ce plan-là, du moins, alors, monsieur le sénateur, êtes-vous d'accord avec le général de Gaulle qui a donné aux Français le droit d'élire eux-mêmes le président de la République? Je ne suis pas d'accord. Si c'est après qu'on le verra. Pourquoi est-ce que les théoriciens redoutaient cette mise dans le public de ce pouvoir électoral? Eh bien, si vous permettez en 2 minutes, je voudrais vous l'expliquer. D'abord parce que les électeurs risquent d'avoir une fausse idée du régime. Ils croient du même coup qu'ils ont un régime présidentiel, ce qui est faux. Je le démontrerai d'ailleurs probablement jeudi, car je voudrais que les gens aient conscience du vrai régime dans lequel nous vivons par la Constitution. Et puis, en même temps, c'est le saut dans l'inconnu. Nous sommes là 6 candidats, mais personne d'entre nous, je le répète, ne peut aujourd'hui faire un pronostic. Et ce saut dans l'inconnu, c'est tout de même très inquiétant. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec le général de Gaulle, car, et c'est peut-être pas cela qu'il a voulu, le scrutin au suffrage universel a fait prendre conscience à l'ensemble de l'électorat français qu'il y avait une opposition et qui reposait non pas sur des querelles de personnes, au sujet des querelles de personnes, à propos du président Monnerville, il y en aurait long à dire, mais qui repose sur des bases fondamentales. Vous aimez les honneurs, monsieur le sénateur? Non. Si je les aimais, ça se serait su depuis que je suis arrivé au Parlement, par exemple, ou depuis que j'existe. Eh bien, non, je n'aime pas les honneurs. Je sais les supporter, mais ils ne m'attirent nullement. Cependant, quand on a la charge aussi lourde que de gouverner un pays comme la France, il faut bien en avoir aussi les honneurs, car la France est un pays lourd à gouverner. Oui, la France est un pays lourd à gouverner, mais passionnant. Parce que, alors que vous avez, dans d'autres pays, vous avez une certaine unité de pensée, nous nous trouvons en France devant une nation d'une extraordinaire diversité. Quelqu'un disait qu'elle était capable du meilleur et du pire. À mon avis, toujours le meilleur, bien sûr, mais de temps en temps, elle peut avoir des écarts lourds à gouverner, oui, ce pays. Mais, encore une fois, passionnant et qui a besoin d'être conduit par des gens sages, qui comprennent à la fois cette diversité du tempérament français et qui le fassent aimer dans le monde, car il faut que nous soyons aimés dans le monde en tant que Français, voyez-vous. Nous ne devons pas être aimés pour ce que nous ne sommes pas. Et je déteste, dans certains régimes, que l'on cherche à exalter nos défauts plutôt que nos qualités fondamentales. Voilà, ce pays, évidemment, est lourd, mais il doit pouvoir être gouverné. Vous aurez encore, monsieur le sénateur, de nombreuses émissions pour développer, vous le savez, à la radio ou à la télévision, vos idées, vos conceptions sur tel ou tel point précis de politique intérieure, extérieure ou économique. Voulez-vous me permettre, cependant, avant de vous quitter, de vous demander encore comment vous concevez, le cas échéant, monsieur Marcilhacy, votre rôle de chef de l'État? Je m'expliquerai effectivement dans l'ensemble de ce problème, mais je veux vous dire que ce rôle, il est tout entier inscrit dans la Constitution. La Constitution, c'est notre charte, notre loi à tous. D'après la Constitution, le chef de l'État est l'arbitre. Ah, on a beaucoup discuté sur ce mot d'arbitre. Je voudrais prendre une image sportive. Sur un terrain de sport, quand il y a un bon arbitre, que cet arbitre fait bien son métier, qu'il intervient en temps opportun, il y a du beau jeu, il y a du beau sport, et remarquez qu'on ne peut pas jouer sans un arbitre. Eh bien, c'est cela que doit faire le chef de l'État. Il doit être toujours présent, éviter les querelles entre partis politiques, qui sont d'ailleurs nécessaires, mais qui, sans maître, sans chef, ne pourraient pas être efficaces dans la démocratie. D'autre part, le président de la République doit être le gardien de la justice sociale. Il doit être
le gardien de la moralité de la France. Il doit faire appliquer la justice pour tous, veiller à leur égalité, surveiller l'administration, ne pas hésiter à aller lui-même en vérifier le fonctionnement. Et éviter, bien sûr, et cela est facile, beaucoup plus qu'on ne le croit, le retour à ces crises ministérielles qui ont donné une si fâcheuse idée de notre pays. Sur le plan extérieur, sa mission est plus haute. Il lui faut assurer maintenant la patiente mais utile construction de l'Europe. Il faut renouer avec les pays amis et voisins, de la chère vieille Angleterre à l'Amérique, les liens que nous avons hélas relâchés. Il faut aussi que sur le plan extérieur, nous n'allions pas trop loin dans des contacts avec des pays qui ne nous veulent peut-être pas tellement de bien. Ainsi, vous le voyez, la besogne, la haute besogne du chef de l'État, elle tient en quelques mots. Respect de la Constitution, qui encore une fois est la seule garantie des hommes, respect de nos alliances, respect profond du destin de la France, défense de la condition humaine. C'est cela, non pas le programme, mais ce sont les directives que j'assigne au futur chef de l'État pour qu'il puisse diriger et surveiller une France et une République comme nous les aimons.